Bonsoir à tous et toutes. Merci, d'être venus ici à l'UFR de pharmacie dans le cadre de cette, conférence sur le jardin thérapeutique, ses usages, comment le mettre en place. Vous allez voir, on va pouvoir discuter ensemble de toute l'étape de la conception, les enjeux. Ce moment, on va le partager, sur environ 1 heure et demie. On va être, 4 à vous présenter certaines choses. Je vais faire les présentations. Donc, on aura dans l'ordre chronologique, on aura Sarah Tulot, que vous voyez ici. Sarah est paysagiste et artiste et c'est elle qui va vous présenter un petit peu des éléments de langage sur qu'est-ce que l'écothérapie, qu'est-ce que l'ortithérapie, comment on peut placer l'art dans le jardin, les liens culture, art, santé, jardin. Donc elle va vous présenter, sa démarche, son retour d'expérience en tant qu'artiste et en tant que paysagiste. Hem, pour ma part, je vous présenterai 2 grands projets qu'on a pour le jardin botanique Dominique Villard, dont l'association est partenaire de cet événement. Il y aura un projet de rocaillage, sensorialité et inclusivité, qui sera le premier projet, et il y aura un second projet qui va introduire tout naturellement, nos 2 orateurs d'après, qui sera le projet ANA, pour un jardin thérapeutique qui reprend les codes du jardin japonais, à la fois des codes de conception, mais également des codes d'usage. Donc, pour ma part, je suis Manon Paul Traversas pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pharmacien, rattaché à l'UFR de pharmacie et attaché d'enseignement et de recherche. Et ma spécialité, c'est les plantes médicinales japonaises. Donc il y a une petite connexion qui se fait, assez naturellement aussi. On a également, en compagnie de Sarah, Joseph Grimaldi, qui nous vient de Romans-sur-Isère, qui est, je sais qu'il va pas aimer qu'on dise ça, mais l'un des plus grands paysagistes, orientalistes, de France. Et c'est pas ce qui fait son unique intérêt, c'est quelqu'un qui est, dévoué à la transmission des connaissances et au partage et notamment qui a un tropisme et un intérêt pour le jardin thérapeutique. Donc, vous allez voir que c'est une personne qui est centrale pour le projet et il est une des personnes qui a invité notre dernier orateur en France. Je vous présente Masao Sone, qui nous vient de Kyoto, heu directeur général de la société de paysagisme Sone Zoen à Kyoto, en charge de plusieurs jardins, excellemment remarquables que nous allons vous présenter et tous les 2, ils vont vous montrer et essayer de vous convaincre, sur comment le jardin japonais peut être une approche souhaitable pour le jardin thérapeutique qui est le sujet, de cette, conférence ce soir. Vous serez amenés à nous donner vos ressentis, vos suggestions à la fin de la conférence. Il y aura un QR code à scanner qui mènera vers une enquête. C'est très précieux pour nous que vous nous disiez, quels sont, les points clés que selon vous, on ne doit pas manquer dans la conception de cet espace qui est quand même très important. Donc n'hésitez pas à remplir cette enquête, ça nous sera très utile. Et sans plus tarder, je vais donner la parole, à Sarah qui va vous présenter, l'écothérapie, l'ortithérapie, le jardin thérapeutique. Si j'arrive à passer les diapos. Donc tu peux venir. Ouais, tu viens. Et s'il y avait vraiment un objectif à retenir de cette présentation, c'est vraiment qu'en ayant assisté, à cette conférence, vous puissiez vous positionner un petit peu comme des ambassadeurs de ce grand projet, lors de discussions, d'échanges avec, collègues et amis, parce que c'est un projet qui va avoir besoin d'être défendu et puis c'est un projet qui va avoir besoin de financement et il y a pas de petites discussions sur ce type de projet et j'espère que vous allez apprécier. Je te donne la parole. Merci. Bah, tout d'abord, merci d'être là. Merci à Manon pour l'invitation sur cette conférence et sur ce thème que je trouve sensible et qui me tient à cœur. Donc moi, je vais vous présenter dans une première partie quelques petites définitions pour qu'on soit d'accord sur les termes et qu'on voit un petit peu plus en détail ce dont on
va parler pendant toute cette conférence et je vais vous faire part, je vais faire un lien avec mon entre mes 2 métiers qui finalement n'en font qu'un, qui est celui de dessinatrice paysagiste avec, et d'artiste, pour ensuite vous faire part de mes expériences terrain. Alors ça, ce sont mes petites slides de transition avec un croquis du Limousin parce que je viens du Limousin, donc ça sera mes transitions. Donc en première partie, donc la nature comme outil thérapeutique avec, une première définition sur l'écothérapie. Donc l'écothérapie, c'est une approche, générale, globale, holistique, qui est en fait le contact régulier entre homme et nature et environnement naturel, donc qui sont utilisés comme outils thérapeutiques. On y observe des bienfaits avec, la réduction de l'anxiété, de la dépression, l'amélioration de l'humeur, et généralement, voilà, un renforcement du bien-être. En termes de pratique, on y retrouve les promenades en forêt, les bains de forêt qu'on va pouvoir, définir un peu plus, dans cette conférence. Tout ce qui a trait, au plein air, dont la méditation, et toute activité de sensibilisation à l'environnement. Donc, on a ensuite l'ortithérapie qui, elle, est une, approche thérapeutique qui utilise les activités de jardinage. Donc pour améliorer le bien-être physique, moteur, psychologique et social des individus. Donc là, on parle bien d'activités au contact du jardin ou de la nature. Bienfaits, on y retrouve un peu les mêmes bienfaits que précédemment, donc avec une réduction du stress, ça favorise la relaxation, la motricité, et ça stimule également les capacités cognitives. Donc en pratique, bien sûr, on y retrouve le jardinage avec tout ce qui est lié à cette activité, le rempotage, l'entretien. Hem et donc c'est aussi cette notion, en fait, du prendre soin du jardin et donc indirectement, on prend soin de soi quand on prend soin de quelque chose et notamment de la nature et du jardin. Je vois que ça parle, à certains d'entre vous. Et donc, en 3e petite définition, pour vous définir ce que représente le jardin thérapeutique au milieu de toutes ces notions, le jardin, c'est un espace aménagé qui est spécifiquement là pour encourager la guérison et le bien-être. Donc on va, y retrouver tous les bienfaits qu'on retrouve, qu'on retrouve en tout cas, par rapport à l'individu, l'homme, en contact avec la nature. Donc on y retrouve tout ce qui est bienfaits physiques, symptômes de stress, stimulation cognitive. On y retrouve aussi, et ça, c'est pas négligeable non plus, tout ce qui est bienfait social, parce qu'on va aussi, y aménager, des espaces conviviaux. Avec cette diminution de l'isolement, la mise en pratique d'activités, pour participer, pour amener des gens à tel endroit, sur des endroits spécifiques. Donc en pratique, au niveau de la conception, on va y choisir des plantes spécifiques, on va réfléchir des parcours adaptés selon les pathologies et selon les usages, des usagers, des multiples usagers qu'on peut retrouver sur le lieu. Heu et donc voilà, selon pathologie et usage, tout est dit. Alors je sais qu'il y a des scientifiques dans la salle. J'ai rajouté quelques recherches scientifiques si vous voulez aller voir. Donc une première, montrant justement l'étude pionnière montrant, que les patients hospitalisés avec vue sur la nature guérissaient plus rapidement et nécessitaient moins d'analgésiques que ceux sans vue sur un espace vert. Donc ça a été une première étude menée en 1984. Une deuxième qui, du coup, qui peut comment dire? Donc c'est une théorie de la restauration de l'attention. Donc je vous invite à regarder effectivement. Ça a des impacts au niveau de le rétablissement des fonctions cognitives et soulagement de la fatigue mentale.
Et enfin, une plus récente en 2010, le jardin thérapeutique pour mieux soigner les maladies d'Alzheimer. Donc là, on y démontre l'impact des jardins thérapeutiques pour les patients atteints de cette maladie, avec une amélioration de l'état émotionnel et la réduction de l'agitation. Petite transition, avec donc c'est la nature, vecteur d'émotion, d'art et de créativité. Donc là, on y fait le lien entre nature et bien-être émotionnel. C'est un espace où, en effet, heu, les émotions peuvent se calmer. On y retrouve une sensation, de sécurité et d'équilibre, et ça peut aussi être un lieu de refuge face aux soucis du quotidien. Donc on peut y pratiquer effectivement des activités méditatives, contemplatives, et ça permet cette évasion mentale qui permet de retrouver une sorte d'équilibre par rapport à la vie du quotidien. On a un apaisement et une réduction de l'anxiété avec, qui a été démontré par les recherches, une réduction du cortisol et une reconnexion à soi-même qui est importante pour, également pour notre équilibre intérieur. Et donc c'est aussi un éveil des sens et une connexion émotionnelle avec, tout ce que compose, la nature, la couleur, texture, le son, les odeurs qui sont très importantes, et on y découvre en tout cas des nouvelles sensations avec les saisons, qui permettent de voir l'évolution, de ces paysages et un émerveillement en tout cas, constant tout au long de l'année. Donc là, bien sûr, je vais y faire, hem transition sur la nature comme œuvre vivante avec toutes ses inspirations. En tout cas, la nature fait appel à toute cette création et cette inspiration qui lui est propre. C'est un support de créativité pour bon nombre d'artistes, et donc beaucoup de courants se sont inspirés, de la nature, de l'évolution, de cette lumière, de ces couleurs, de cette texture. Donc là, je vais vous montrer quelques petits exemples, donc comme l'impressionnisme, où là, on a un thème central sur la lumière naturelle et les saisons. Les émotions qu'on peut retrouver, ce sont la sérénité, la joie, la contemplation. Donc là, on a un tableau de Claude Monet, Soleil levant. On m'entend bien? Ouais? Ah OK, je le colle. Donc un deuxième exemple avec l'expressionnisme qui là, bah, est on va dire, c'est le thème central, on va dire, c'est plutôt la nature comme reflet des émotions. Donc on a une nature transformée, mais qui permet de transmettre l'émotion intérieure. Donc là, on a plutôt des émotions telles que l'angoisse, l'exaltation, la terreur, l'extase, des émotions très fortes qui sont retranscrites grâce au support de la nature. Et enfin, en troisième exemple, et on pourrait en citer des dizaines, on a le symbolisme avec comme tel le thème central, la nature comme miroir de l'âme. Donc là, on arrive à s'exprimer à travers la nature avec tout un florilège de symboles, où là, on peut s'exprimer au niveau du mystère, de la rêverie, l'angoisse et l'introspection. Donc ici, je vais pouvoir vous montrer quelques exemples, de méthodologie, et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ma démarche. Tout d'abord, en tant qu'artiste, le support, créatif, artistique, permet l'expression des émotions, un certain lâcher prise, que ce soit, voilà, au contact de la nature, la créativité qu'elle peut fournir, et donc ça me permet aussi de transmettre, de sensibiliser, d'émerveiller en tout cas, par le biais du visuel, et de rendre sensible l'environnement, en tout cas dans lequel, on évolue tous. Et donc en tant que paysagiste, hem, moi j'ai une approche, participative vis-à-vis de mon métier.
Donc c'est des échanges, je vais mettre, l'accent vraiment sur l'échange entre, à la fois les usagers, donc je mets l'accent sur l'intelligence collective, les personnes ressources. Je vais vraiment prendre en compte, l'ensemble, du projet au niveau humain et environnemental, pour répondre au mieux à la demande, mais aussi respecter le lieu dans lequel je vais concevoir mon projet. Donc ici, on a l'exemple d'un foyer de vie, dans lequel j'ai pu travailler, dans l'Indre. J'ai travaillé avec une équipe de 9 aides-soignants et soignants, et donc on a mené des enquêtes sur, un terrain d'à peu près 1 000 m². Donc il a fallu, moi-même n'étant pas spécialiste. Je crois que ça s'est éteint, non? Non, c'est bon? Non, c'est bon. J'ai dû mener l'enquête pour savoir quelle pathologie, comment est-ce qu'on pourrait répondre, au bien-être des résidents, mais aussi aménager, il ne faut pas oublier, les familles qui vont venir aussi sur place, mais et les personnes travaillant aussi sur place. Donc en fait, c'est tout un écosystème humain et et naturel finalement, qui permet de concevoir, ce type de projet. Et donc important l'importance de comprendre le lieu et son histoire pour lui donner une âme et pouvoir faire en sorte que ce jardin vive avec les personnes, sur place. Donc là, on avait défini les objectifs. Bien sûr, lieu de bien-être, lieu de sociabilité. C'est un lieu support aussi pour des activités adaptées. Donc en fait, si vous voyez bien, il y a des petites tout est compartimenté parce qu'effectivement, les résidents de ce foyer de vie avaient, peur de ce grand espace et en fait, l'idée, c'était de recloisonner et de donner des espaces, sécurisants pour chacun. On y avait aussi intégré, toute une zone aussi avec des animaux, parce que les animaux aussi sont importants, par rapport, aux activités et par rapport au contact de ceux-ci vis-à-vis des résidents. Donc là, c'était un projet assez complet finalement, qui répondait, à ce type de structure. Je vais laisser la parole à Manon. Merci Sarah. Je pense qu'on peut applaudir quand même le travail de Sarah parce que c'est vraiment important pour moi que vous rencontriez ces personnes qui ont vraiment une vision et qui sont convaincues qu'il y a certaines actions à mener pour le bien commun et en fait, c'est qu'avec des personnes qui osent se donner les moyens de réaliser ce genre de projet qu'on peut avancer sur, des terrains ambitieux comme l'est le jardin thérapeutique. Donc merci de nous avoir présenté, ben, ces différents points clés. Je pense que parmi vous, certains ne connaissaient pas, par exemple, les écothérapies. On on fait souvent s'il y avait vraiment quelque chose à retenir pour le jardin thérapeutique, c'est qu'il y a plusieurs regards, en fait. On peut voir le jardin thérapeutique comme le jardin qui va fournir les substances thérapeutiques, on peut le voir comme le jardin qui va apporter le soin, on peut le voir également comme un médium pour apporter du végétal à des personnes qui ne pourraient pas avoir directement le jardin. Je pense notamment, par exemple, aux personnes qui ont des problèmes d'immunité, qui ont des maladies lourdes comme le cancer. Le jardin thérapeutique, ça va être aussi de savoir délocaliser certaines expertises et pratiques directement au chevet, du malade. Donc il faut vraiment imaginer que c'est un terrain d'exploration et et de diffusion, en fait, de bien-être et de soins qui a des limites très, très vastes. Et en fait, l'écothérapie, le jardin thérapeutique, l'ortithérapie, bah, c'est autant de visions qu'on peut mettre dans un même projet. Donc ça, c'est important de le garder en tête et c'est pour ça que les paysagistes ont un rôle très important puisqu'ils se situent en amont, en fait, du projet. Il faut penser à solliciter leur avis, leur expertise dès le début et après greffer les expertises de soins avec les ergothérapeutes et cetera. Parce que c'est que comme ça qu'on va avoir un projet cohérent et qui va vraiment être bienfaiteur pour le patient.
Moi, ce que je vais vous présenter avant de faire la présentation des 2 grands projets dont je vous parlais en introduction, c'est qu'en fait, le jardin thérapeutique, il y a le nom peut paraître un peu novateur, mais il y a quand même une culture, un héritage et des traditions sur cette pratique qui sont, tout à fait anciennes et je pense que c'est important de le remettre dans le contexte pour voir que ce qu'on s'apprête à réaliser, ben, c'est quelque chose qui a été tout naturel depuis très longtemps. Si on part dans le passé, en fait, l'origine, elle est très ancienne pour le jardin thérapeutique. On en retrouve dès l'Antiquité, donc dès lors qu'on a su documenter, ces usages, on retrouve des traces de jardin, généralement associées à la guérison. On retrouve des traces dans l'Égypte ancienne, la Mésopotamie et il y a un terme qui apparaît assez rapidement, c'est le terme de jardin clos ou hortus conclusus. Qui était considéré comme un lieu de repos et de guérison. Hortus qui a donné le lien avec, l'ortie-thérapie, donc vous voyez qu'il y a une étymologie qui est toute tracée et c'est quelque chose qu'on a gardé à travers les âges. On dit souvent que le Moyen Âge, c'était une période qui était, austère, où il y avait pas de diffusion des savoirs. C'est vrai sur un certain spectre, néanmoins, en ce qui concerne le soin et les prises en charge, autant les remèdes pouvaient être, considérés comme archaïques et non justifiés d'un point de vue thérapeutique, autant la prise en charge, elle pouvait être cohérente sur certains points et concernant le jardin thérapeutique, au Moyen Âge, on trouve déjà des traces de ces usages-là, avec des monastères qui, développaient ce qu'on appelait les jardins des simples. Donc, simples, on entendait plantes médicinales à l'époque, qui étaient utilisées pour soigner les maladies. Et donc là, vous avez une des lectures du jardin thérapeutique. Je vous disais, le jardin thérapeutique, on peut le prendre au pied de la lettre, ça peut être là où on produit la matière médicale. Et donc au Moyen Âge, c'était plutôt dans ce sens-là qu'on le voyait, et aussi comme un lieu de protection, avec cette idée de cloître où il ne pouvait rien arriver, c'était un lieu sanctuarisé au centre, de l'édifice. On a gardé cet héritage-là jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, on a vraiment, vous savez, un élan sur, la science, les botaniques, les sciences médicales et si je puis dire, ça va vraiment fleurir à ce moment-là et ça va se consolider à la période moderne avec, des hôpitaux qui intègrent de plus en plus les jardins dans la réhabilitation des patients. Donc nous, on arrive avec, nos grands chevaux, on vous parle de jardin thérapeutique comme une innovation. Ça ça fait un petit moment que c'est en place, c'est juste qu'on a perdu ce lien et ce sens et donc tout l'enjeu maintenant, c'est de renouer avec ça et déjà au XVIIIe siècle, les hôpitaux psychiatriques anglais et américains utilisaient les jardins pour apaiser les troubles mentaux et encourager l'activité physique dans, la réhabilitation des patients et au XIXe siècle, il y a un tournant dans cette consolidation, c'est que la révolution industrielle se mettant en place, ça crée des dégâts, des déconnexions en termes de nature et d'usagers et de patients et certains soignants vont, heu, mettre le doigt sur le fait que c'est important de garder cette connexion, en dépit du fait que la révolution industrielle se met en place et j'aime bien l'histoire de Florence Nightingale, qui était une infirmière au Royaume-Uni et elle, dans ses écrits donc déjà, c'était une femme qui n'avait pas eu le droit d'accéder à la position de soignant. On lui a interdit la fonction de médecin. Et elle s'était mis toute sa famille à dos parce qu'elle les infirmiers étaient pas une profession qui était valorisée à l'époque et elle avait fait le choix, par dévotion, de se consacrer aux soins par la carrière d'infirmière. Hem et dans ses écrits, elle dit qu'il faut absolument placer de la nature, soit directement sur le lieu de soins, soit en faisant des sorties, mais que le patient puisse circuler et ne soit pas enfermé dans une pièce sans vue vers l'extérieur et c'est la première. Sarah vous disait qu'il y avait une étude dans les années 80, qui présentait l'intérêt de la vue vers l'extérieur dans, la réhabilitation, dans les soins. C'est l'une des premières à, pointer cette nécessité de contact avec l'extérieur, que ça soit par la vue, par les sens ou même dans des déambulations, de pouvoir être libre de ses mouvements. L'évolution contemporaine,
et bah, ça va être de savoir, porter attention à ces discours, visionnaires qui ont eu lieu, au XVIIe-XVIIIe siècle et de comprendre qu'il y a des stress et que le jardin peut être un atout. Ça, on en est tous convaincus. Maintenant, l'enjeu, ça va être de le mettre en place pratiquement et on a commencé à avoir des recherches, sur, l'intérêt du jardin thérapeutique ou du jardin dans le soin au sens large. Et actuellement, donc là, vous avez 2 captures d'écran d'articles scientifiques qui, datent de moins de 5 ans. Le 1er, c'était une revue qui montrait l'efficacité des jardins thérapeutiques pour les patients atteints de démence, avec une enquête qui était très large, sur plusieurs pays européens et américains. Et la seconde, c'était un article de recherche sur, comment, le jardin a pu se positionner comme, agent de support dans, les pratiques, de thérapie verte pour les patients atteints, de maladies mentales. Et donc à la lecture de ces 2 articles, on comprend les enjeux et on n'a qu'une envie, c'est de proposer en fait la même chose, ici à Grenoble aux UFR de médecine et de pharmacie, de sorte à proposer vraiment quelque chose d'exemplaire puisque, on le rappelle, on est dans un cadre hospitalo-universitaire. Donc on a des scientifiques, des chercheurs, des usagers, des patients, des professionnels de santé et le but, ça va être d'encourager toutes ces personnes à travailler ensemble dans un projet vertueux comme le jardin thérapeutique. Je vous parle d'enrôler différentes personnes. Il faut imaginer que les acteurs du jardin thérapeutique, c'est extrêmement vaste. Je vous ai fait une liste, qui se veut pas exhaustive parce que vraiment il faut sortir de cette idée que le jardin va être soit l'affaire des paysagistes ou des jardiniers et ou seulement du médecin qui on pourrait mettre au sommet de la pyramide, du professionnel de santé. Il faut essayer de se déconstruire ce schéma-là, qui est assez pyramidal et d'imaginer, ça un peu comme un sport d'équipe en fait, où le but ça va être de proposer quelque chose et qu'on a tous, selon nos sensibilités, scientifiques, expertise, quelque chose à apporter. Donc aujourd'hui, j'ai mis en premier les paysagistes et les architectes du paysage parce que je vous l'ai dit, ils sont là à l'origine de la conception. Donc c'est vraiment important d'entendre leur vision, de voir ce qui est réalisable et de pouvoir proposer quelque chose. Et après on va greffer le soin par-dessus. Les premiers professionnels de santé qu'on pourrait ajouter au processus de construction, bah, ça serait les ergothérapeutes parce qu'ils vont donner des conseils de conception, des conseils pour la rééducation et leur avis est important parce que ça va éviter de créer des projets qui sont aberrants. Par exemple, imaginons une personne à mobilité réduite, on veut faire des tables d'orthithérapie où le but, ça va être de faire du rempotage. Si on ne prévoit pas d'espace pour les jambes sur la jardinière, ça pousse en fait le patient à être tout désaxé et ça crée pas de la confiance et de la facilité d'usage. Donc les ergothérapeutes vont être là pour dire: «Attention, là, il y a quelque chose à jouer d'important. En revanche, ce que vous soulignez ici, ben, ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue, dynamique du mouvement, donc on met de côté». Et après, une fois que le projet est construit, il va y avoir, ben, tous les techniciens, tous les bénévoles, les personnels qui vont permettre au projet d'être réalisé. Il va falloir convaincre les usagers que c'est un beau projet et à ce moment-là, il y a tous les professionnels de santé qui viennent se greffer sur le projet et ça devient vraiment une symphonie, c'est-à-dire que ça va de l'échelle de l'aide-soignant, de l'infirmier où il y a vraiment la dimension pratique. Le pharmacien, bah, ça peut être intéressant de faire une pharmacie qu'on dira plus intégrative, heu, avec une pédagogie sur les plantes médicinales, sur l'hygiène de vie, sur, l'hygiène du mouvement. Ça va être le lieu d'exercice également pour les psychologues, les psychothérapeutes, les kinés, également les nutritionnistes, les diététiciens qui peuvent utiliser en fait cet espace, comme un médium pour sortir de la salle de consultation, pour, faire la consultation en marchant, faire quelque chose de vraiment plus ouvert. Également, Sarah vous parlait de l'importance de l'art dans le jardin. Et ben, ça va être de donner plus de place aux animateurs et aux éducateurs, spécialisés, bah, pour mettre plus de culture, plus d'art dans le projet et que vraiment ça fait vraiment comme une symphonie et avec tout le monde qui va avoir son rôle à jouer et la symphonie, bah, c'est des patients, des usagers, bah, qui ont du bien-être et une amélioration de leur santé par cet espace qu'on a créé.
On dit souvent que, le jardin, ça va être quelque chose comme un espace vert, que ça peut être inutile ou frivole. Moi, j'aimerais vraiment qu'on milite tous ensemble sur, ben, non, en fait, un jardin, il y a rien de plus actuel. On parle beaucoup des objectifs de développement durable et on dit qu'un jardin, bah, ça va prendre de l'eau, que ça peut être anti-écologique paradoxalement. Je vous ai mis, les 17 objectifs de développement durable qui datent, de 2015, qui ont été faits par l'ONU et en fait, un jardin bien conçu, si on pense à tous les enjeux, on va être sur l'objectif bonne santé, bien-être, éducation de qualité parce qu'il y a avoir un volet important sur la transmission des connaissances, égalité des sexes parce qu'on va faire un jardin qui est inclusif, qui est pour tous les usagers. Inégalité réduite, toujours dans cette même optique d'inclusivité, c'est quelque chose de très important. Le jardin, c'est la maison de tout le monde. Tout le monde doit se sentir bien dans un jardin qui est réussi, quelles que soient ses sensibilités et sa communauté. On va pouvoir avoir l'objectif de consommation et de production responsable. Également, la lutte contre le réchauffement climatique en militant sur, les petites actions de chacun, en faisant de la pédagogie et de la transmission. La vie terrestre également et par une démarche de conservation, on parle notamment les plantes en danger, les mettre en valeur, présenter les enjeux sur ces usages-là et baser tout cela sur une démarche partenariale pour réaliser ces objectifs. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer, on parle beaucoup des ODD et je pense que beaucoup de personnes ont tendance à mettre le jardin vers quelque chose de frivole et de non nécessaire, en fait, dans l'utilisation et l'atteinte de ces objectifs. Et en fait, là, j'espère vous montrer, l'inverse. Pour ceux qui connaissent peu le jardin, j'aurais aimé enlever ça, mais masquer le vo quelqu'un voit ce que je veux masquer? Ça va ouais, non, c'est pas ça que je veux faire. Non, c'est pas grave. À la rigueur, peut-être le mettre en bas, ça nous gênera moins. C'est mieux comme ça? Ouais, on va le déplacer. En fait, on enregistre la conférence pour avoir une trace des interventions. Ah, mais c'est parfait, regardez ce que ça fait. Merveilleux. Pour ceux qui connaissent pas le jardin, d'ailleurs, je vais vous engueuler un petit peu, il faut connaître ce jardin. Venez, vraiment, je vous disais, on a la chance d'avoir un jardin qui est ouvert toute l'année, tous les jours, c'est gratuit, on fait plein d'activités avec l'association des amis du jardin, donc vraiment faites de ce jardin, le vôtre. Je vous présente les grandes zones. On est en fait dans le bâtiment ici, Jean Roget. Donc à l'avenir, on a des petites zones avec le jardin des plantes médicinales, le jardin des plantes mellifères et médicinales, jardin des plantes alimentaires, qui vont être des espaces qui vont être, dynamisés. Certains d'entre vous connaissent, ma zone de jeu, le jardin japonais. Heu, on a vers la sculpture d'Urbain Basset, une zone qu'on est en train de développer sur les usages locaux des plantes du Dauphiné. On a un labyrinthe pour les plantes médicinales du monde méditerranéen et des mondes arabes. On a la zone historique, les plantes médicinales par indication, en zone 1, autour de la fontaine. Et on a la zone 2 actuellement avec les Plessis, donc juste à côté du mas de Saint-Ferjus. Et cette zone, attendez, ça marche plus. Voilà. Cette zone des Plessis, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas facile d'accès et en termes de viabilité, il y avait quelque chose à faire pour les usagers. Et on a eu l'idée de faire un premier projet qui est le projet de rocaillage dont je vous parlais. Et en regard avec ça, le projet du jardin thérapeutique, reprenant les codes du Japon, le projet ANA. Donc ça, c'est pour que vous les situiez, géographiquement. Le projet de rocaillage. Donc le jardin, je vous ai convaincu, j'espère, c'est un lieu de vie pour les personnels, les étudiants, les habitants, les patients, les personnels du CHU. Enfin, c'est vraiment un lieu pluriel et ça se veut être un espace de partage. Ça, c'est vraiment, un mot-clé, à la fois pour l'enseignement et pour les médiations. Et dans le cadre du projet de rocaillage, qui s'appelle Rocabota, je vais vous présenter l'acronyme juste après, on s'est dit que les plessis, il fallait les refaire différemment et que le rocaillage pouvait être utilisé, à ces fins-là. La thématique de jardin, historiquement, et on va rester sur cet axe-là,
C'est de développer la thématique de l'olfaction, de la sensorialité et de l'inclusivité. Et en fait, très naturellement, ça va nous amener vers les mêmes objectifs que sont ceux du jardin thérapeutique. Là où on va se positionner de manière intelligente, c'est qu'on va vraiment proposer quelque chose de multidisciplinaire pour offrir tous les intérêts qu'on peut présenter ici sur le site, également aux étudiants du campus sur Saint-Martin-d'Hères, en impliquant, des étudiants de la faculté Arches qui inclut, histoire de l'art, histoire, géographie, enfin des vraiment les sciences de l'homme et positionner le jardin thérapeutique avec toutes les personnes qui s'intéressent à la science de l'homme et pas uniquement, heu, le médecin et le pharmacien, mais vraiment faire quelque chose de plus vaste. Et dans cela, on va inclure, des expertises avec des savoir-faire historiques et nous avons le support d'un fontainier rocailleur qui va, réaliser ces jardinières pour nous. Donc, quand je parle de jardin de Plessis, c'est ce que vous voyez ici. C'est ces grandes jardinières en bois qui sont très basses, qui sont pas forcément adaptées, à un usage, jardin thérapeutique et le but, c'est de les retransformer et de faire, ce qu'on appelle, des tables d'horticulture où des personnes à mobilité réduite vont pouvoir mettre les jambes en dessous et pouvoir profiter, en fait, des activités, heu, sans se sans se désaxer le dos et en étant pleinement acteur du moment. Pour les usagers de Grenoble, vous le savez, le CHU, va avoir une nouvelle annexe. Donc quand je dis annexe, c'est façon de parler parce qu'on attend 55 000 m², de bâti, et en fait, c'est important de soigner de ce jardin et d'en faire un lieu exemplaire parce que ça peut vraiment se positionner comme étant la vitrine, de l'UFR de médecine-pharmacie parce qu'il faut imaginer des fenêtres qui vont arriver là, en fait, au niveau de l'ancien héliport. Donc c'est d'où l'intérêt de se préparer dès maintenant à faire vraiment un jardin qui est accessible, qui est exemplaire en termes d'inclusivité et de cheminement. Très rapidement, mais c'est important que je vous le présente parce qu'on a peu l'occasion d'en parler, c'est pourquoi le rocaillage? C'est pas une fantaisie, esthétique, c'est qu'il y a tout un héritage, patrimonial et culturel. On dit souvent que Grenoble, c'est la ville de l'or gris. L'or gris, c'est le ciment et en fait, qu'est-ce que le rocaillage? C'est une technique d'art décoratif qui utilise le ciment-pron, comme médium de construction et donc le ciment-pron, il a été inventé par Louis Vicat en 1817 et donc si, vous suivez un peu, l'histoire, ben, c'est très facile de proposer et très pertinent d'utiliser le rocaillage, en fait, comme médium de construction pour un jardin. Parce qu'on ne peut pas faire que du végétal, on a tous ces cheminements à faire, il faut faire quelque chose de robuste. Je vous disais, le jardin est ouvert toute l'année, tout le jour et nuit et donc il faut faire quelque chose qui va être robuste dans le temps. Le rocaillage, on le choisit aussi parce qu'il y a une historique extrêmement locale sur le rocaillage. On en a des stigmates ici sur le secteur santé. On a la grotte qui est juste à côté de l'arrêt de tram, Michelon. On a une ancienne fontaine de rocaillage. On a des stigmates de pont rustique et en fait, quand j'ai prêté attention à ces stigmates, j'ai cherché qui aurait pu nous aider à refaire de l'entretien et de la construction sur le rocaillage et je suis tombée sur, le nom de Marc Colson, qui est en fait l'artisan d'art qui a refait le rocaillage du jardin des Dauphins, au niveau de la Porte de France. Et donc lui, il a vraiment une expertise sur le rocaillage dans la région de Grenoble et donc lui a accepté de nous soutenir dans ce projet et de réaliser avec son atelier, à la fois les jardinières et certains cheminements. Rocabota, donc le nom de ce projet de rocaillage, heu, maintenant il faut faire des acronymes si on veut avoir des financements, certains d'entre vous le savent, mais ça permet de mettre certains mots-clés pour que les mécènes, comprennent l'identité du projet. Rocaillage, connaissance, art et histoire, botanique, olfaction, transmission, accessibilité. Donc ça fait beaucoup de mots, mais vraiment dans un but commun de proposer quelque chose d'inclusif sur la thématique de l'olfaction, dans une réinterprétation du patrimoine avec, un dialogue, multidisciplinaire. Pour que vraiment à la fin, on ait un lieu qui est à la fois porteur de bien-être et de soins, qui soit fructifère pour la recherche, la pédagogie et l'inclusivité.
J'aurai pas le temps de vous détailler, mais ce qui a quelque chose d'important à retenir sur, cette vue aérienne, c'est la proximité immédiate avec, le CHU déjà actuellement et encore plus dans les années à venir. La proximité avec le pavillon de soins psychiatriques, Dominique Villard, qui est un pavillon qui n'est pas à négliger, puisque c'est là où on a encore des patients en long séjour. Parce que si on fait un jardin thérapeutique, il va falloir qu'il y ait des usagers qui puissent en bénéficier et c'est pas forcément un patient qui vient à la journée qui va aller au jardin thérapeutique. Il faut qu'il y ait vraiment, on qu'il y ait le temps d'organiser ça avec les soignants et donc le pavillon de soins de psychiatrie est particulièrement indiqué et qui est vraiment juste à côté et donc on va venir dynamiser, on va faire un kiosque rustique, on vous a dit soigner les cheminements, faire les jardinières, reconstruire la grotte qui est ici que vous voyez en jaune et ben, récupérer certaines pierres qui datent, de fin 19e pour venir les repositionner, au centre du parc. Faire des pièces d'eau, améliorer le labyrinthe végétal, vraiment faire quelque chose de fusion et une bonne nouvelle pour ce projet Rocavota, le 28 novembre, il va se passer quelque chose à Paris. C'est que l'UFR de pharmacie, a remporté le grand prix Malraux du Quart d'Or dans la section architecture, urbanisme et société auprès, de la société philanthropique du Geste d'Or et donc ça, c'est un moment de célébration qui est important. Puisque le 28 novembre, quand nous irons à Paris, il y aura, toute une assemblée de mécènes et il va falloir convaincre, cette assemblée, de venir soutenir notre projet et heu et j'ai bon espoir qu'on puisse avoir des financements à la hauteur, des enjeux et de nos besoins. On va changer d'univers, on va passer du rocaillage au Japon. Le projet Hana. Hana, ça signifie fleur en japonais. Pour harmonie, on dit souvent que le Japon, c'est le pays de l'harmonie. Heu, de l'accessibilité. Je dis pas que le Japon est le pays de l'accessibilité, c'est même plutôt le contraire pour le moment, il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais nous, notre jardin, on le veut fondamentalement accessible, connecté à la nature et évidemment pour permettre l'accompagnement en santé. Et donc l'enjeu, ça va être de reprendre ces codes d'esthétique du jardin japonais. Donc ça, Joseph et Masao vont vous le présenter et ils vont avoir un rôle central parce qu'ils vont vraiment nous donner cette expertise. Je vous disais, le paysagiste se situe en amont dans le processus de création et je suis très heureuse, d'avoir fait leur rencontre qui est somme toute récente et ici vous avez donc le caractère pour le mot fleur, Hana, qui est un peu, de manière implicite l'emblème de ce projet et vous avez surtout Masao qui est venu dès le mois de juin dernier, assez rapidement après notre rencontre, faire des croquis dans le jardin et moi j'étais en train de m'occuper du jardin japonais et je l'ai vu dans ce cadre naturel, j'ai trouvé l'image, très belle et j'ai vraiment hâte en fait de travailler avec eux parce que je suis convaincue que ça va vraiment être, sensationnel pour ce qu'on va pouvoir proposer, pour, les usagers, ici sur le secteur santé. Hem, voilà, les mots clés de ce projet, ça va vraiment être encore une fois l'inclusivité, la pédagogie, la recherche et la santé et de proposer vraiment une approche du soin plus déconstruite, plus intégrative et surtout plus ouverte. Hem, je vais vous présenter le travail remarquable de Masao, parce que Masao est en japonais, il va être très humble sur l'étendue de ses compétences, expertise et sensibilité. Heu, puis il comprend ce qu'on dit là d'une certaine façon, ouais. Donc, je vous ai dit, il est directeur général d'une société de paysagisme qui s'appelle Sone Zoen à Kyoto. Donc il y a Kyoto, la capitale impériale du Japon, celle où il y a toutes les grandes réalisations en termes de jardins et là, je vous ai mis quelques exemples parmi la dizaine de jardins, sous la tutelle de son entreprise avec, par exemple, le Tenryuji et le Tofukuji qui sont, des jardins classés à l'UNESCO. Et donc, faut vraiment imaginer que l'expertise de Masao, elle est immense pour le jardin. Et pour vous faire voyager un petit peu, je vais vous montrer, si vous le voulez bien, 2 vidéos, heu, de 2 jardins, dans lesquels Masao et son entreprise sont impliqués.
Et donc j'espère qu'elle a vu en fait de ces petites vidéos déjà il y a vous faites un début de cheminement et de vous dire que, bah, le jardin, ça vous allez le voir avec Joëf. Le jardin japonais, bah, c'est pas austère, c'est pas quelque chose de contraint, ça peut être quelque chose de fondamentalement libre. Et donc maintenant je vais donner la parole, donc à Masao et je est-ce que je peux vous demander qui n'est pas à l'aise avec l'anglais? Levez bien la main. On fera une petite traduction, parce que Masao va s'exprimer en anglais. Donc Masao, si tu veux bien venir? Hi, my name is Masao Sone. I came here from Japan about last month. So now I can't speak French, but now I try to study. Now I live in Roman Chuizel, about 1 hour of the drive from here. So thank you for coming and inviting. Translate what? Masao, Sone donc nous vient de Kyoto et actuellement il est installé à Romans-sur-Isère depuis très peu de temps. On est rentré il y a 2 1 mois, c'est ça? Et on s'est rencontrés en fait en juin dernier. Donc Masao a une expertise, démontrée ancienne sur le jardin japonais et donc il est à la tête de cette, société qui s'appelle Sone Zoen. So what did you feel about that video? So I think everyone feel very good just looking. So that means I think garden is very healthy and become very good for health. I think so. That point is important point. I think one point, and that is also same as French garden or English garden. But in Japanese garden have uh, another face, not only looking. So that kind of point I want to talk from today. Ce que Masao présente, c'est que, en fait, il fait son introduction en disant, heu, aux participants ce soir, peut-être que rien qu'à la vue de ces images, vous vous sentez relaxés et que rien qu'à la vue, il y a déjà un côté de bien-être et de santé qui peut se développer et peut-être le point sur lequel il voudrait mettre l'emphase ce soir, ça serait: est-ce que ce jardin, il est uniquement beau ou est-ce qu'il peut pas apporter, autre chose? Et c'est ce qu'il va tenter de nous démontrer avec, quelques exemples. For example, Saint-Exupéry said in Hoshinoi-sama, yeah, important thing is can't see, something like that. Yeah. Ce que Masao explique, c'est que dans la philosophie japonaise, il y a un concept que des fois le plus important, c'est pas forcément ce qu'on voit et donc c'est des fois, c'est des messages qui sont implicites et ça va être une histoire de sensation et de ressenti qui ne passe pas nécessairement par la vue. So from now, I want to talk about my company. First Garden is a big, the heart. So that means uh, I mean, heart is the most important. So, but we can't see heart, and but we try to make a garden. So, um, but for us, is most important is heart. So, gardener's heart is the most important. So that's why I want to educate employer to be good garden. Ce que Masao présente, selon lui, en tant que directeur de cette corporation qu'est Sone Zoen, que le plus important, c'est que les actions des jardiniers soient faites avec le cœur. Parce que c'est la seule façon d'avoir un message sincère et beau pour la personne qui va visiter le jardin. Et donc, lui, il milite et il fait beaucoup de pédagogie pour replacer, en fait, la créativité et la sensibilité du créateur dans, les réalisations du jardin. So first important thing is learning traditional and pass them on onto future
transition. So uh, when you want to learn something, at that time, every time you have to study from all the things. So, for example, painter is also when you learn your painting. So you try to paint famous one, your favorite one. Then you can make your design on your own mind. So from all the things, we can learn a lot of things. Ce que, Masao présente ici, c'est que, on entend souvent au Japon le lien tradition-modernité. Et c'est outre la formule qui est un peu cavalière, il y a une réalité dans la pratique du jardin japonais, par exemple. C'est-à-dire que quand on est dans un processus d'apprentissage, on va d'abord, reproduire ce qui a déjà été fait avant, de s'inspirer, consolider son expertise et que c'est en s'imprégnant, en fait, de ce patrimoine, de ces traditions, qu'on va construire sa propre sensibilité, qu'on va réussir à proposer quelque chose de nouveau et donc lui, c'est ce pourquoi il milite en termes de pédagogie, c'est vraiment de de considérer la force, en fait, des traditions et des pratiques, anciennes, mais que celles-ci ne prendront sens que si elles sont réinterprétées. And in my company, our employer stay with us, so only one same house. So we can wake up and eat morning and dinner also. Uh, in such as normal life, we can study each other. So and uh, so normal life is, I think, most important. So we have to try to be good thing in normal life. So that is my company's important thing. Selon Masao, l'identité de sa société qui, en fait, on peut la considérer vraiment comme une corporation d'experts et de passionnés, ça va être de vivre tous ensemble. Donc faut imaginer que c'est des si je peux vous interroger, vous imaginez que c'est combien de temps pour être, jardinier, au Japon? Combien de temps? Qui vote pour 5 ans? 7 ans? 2 ans? 9? Ah, on s'en rapproche. 9 ans? 10 ans? 15 ans? Vous êtes dans le vrai, c'est très long. C'est 12 ans en général pour, acquérir toute cette sensibilité et ces compétences et l'identité de la corporation de Sonezoen, qui est l'entreprise de Masao, ça va être vraiment de vivre tous ensemble et d'après de ne faire qu'un avec les projets et qu'il dit quelque chose de très touchant. Il dit que avant de faire du jardin, il faut déjà être une bonne chose, une bonne personne. Donc il a une démarche très humaniste en fait, dans sa manière de transférer, les connaissances et de les construire. And also, garden is one of the piece of Japanese culture. So that's why our employer also study tea ceremony and flower arrangement, some another culture. So from that culture, also, if you study only garden, maybe we'll be professional. But for future, we have to feel garden is a culture. So that means we have to know another culture. Then such a thing is maybe we can see the future. We can see the garden's future from another culture. Selon Masao, le jardin, la pratique du jardin dans sa conception, elle est importante dans la mesure où on va savoir proposer, quelque chose de global et de multidisciplinaire et que c'est bien joli de faire du jardin. Alors si on fait que du jardin, peut-être que ça sera très bien, très professionnel comme il le dit,
mais ça aura pas forcément de sens et il dit que c'est pour ça qu'au Japon, les maîtres jardiniers pratiquent la cérémonie du thé, pratiquent l'ikebana pour avoir une autre discipline, à la fois dans le sens premier du terme, mais également dans le sens, technique, de sorte à proposer quelque chose de plus multidisciplinaire, plus sensible et de pas centrer juste sur une technique et donc ça, c'est très important et vous doutez bien que quand on parle de projet multidisciplinaire, cette approche japonaise, elle peut être précieuse. Before you saw video, so this is a Tenryuji Temple. This one is the autumn photo. Uh, how do you feel? It's, I think, beautiful. Thank you. But this garden is made in temple. So that means this temple's mean is a practice place for monk. Every night, monk came to this garden, then try to sitting. Then every night they try to find myself. So that for this, this garden made it. So when monk sitting at that time, monk closed eye, they can't see nothing. But in their heart, they can see. L'image que vous voyez ici, c'est le temple de, heu, Tenryuji, qui est la première vidéo que nous avons vue et c'est un lieu de pratique, monacale. Donc c'est un lieu pour la pratique de la méditation. Donc faut imaginer que, les moines vont venir s'agenouiller, dans une position, très inconfortable qui s'appelle le zazen et ils vont venir, se mettre face à ce jardin qui représente un peu comme un tableau ou en tout cas un espace, heu, spatio-temporel qui est défini et donc ça, c'est important et ils vont fermer les yeux, en fait, quand ils vont être face à ce jardin. Donc Masao dit que le moine, quand il est face à ce jardin, il va voir avec son cœur. Donc ça remet un peu, en question notre approche centrée sur la vue, en fait, quand on parle de sensorialité et Masao, par son approche, cherche, à faire un jardin qui ne se regarde pas seulement, mais qui s'expérimente. This picture is other side from take. So it's a spring. Et vous imaginez que les moines, en fait, sont installés, ici dans le pavillon et la photo, là, elle est prise de l'autre côté de l'étendue. Donc vous avez les 2 regards, en fait, pour cet espace-là et la même vue que vous avez vue juste avant, mais en hiver. So every garden have many face. Uh, in Japan, we have 4 seasons. Every time we have image 4 seasons, then try to keep this garden, I mean, maintenance. Au Japon, il y a 4 saisons comme chez nous, avec, des grandes diversités d'atmosphères et de visuels et l'un des travails de la société, d'entretien, donc de Sonezoen, c'est de rendre, le jardin, magnifique à tous les moments de l'année, quelle que soit la perspective et quel que soit l'environnement et les conditions météo. This picture is painted in Edo period about 18th century. So we don't have all the picture. So this is about almost all oldest one. So that means we try to make this garden and try to keep such a site. This is for our job. L'un des enjeux de la pratique paysagère, de l'entreprise de Sonezoen, c'est, d'utiliser en fait les artefacts et les anciennes preuves d'archives de l'identité visuelle du jardin ici donc c'est, à l'époque Edo,
donc autour du XVIIIe siècle, pour essayer de reproduire quelque chose de proche, quitte à réinterpréter d'autres domaines, mais que l'identité visuelle du jardin ne soit pas dénaturée. This temple is a Tohokuji temple. Uh, there is many stone, but they appeared 4 islands, which live 1000. Yeah. So this garden appears such a thing. Ici, on change de temple, donc on est dans le Tohofukuji, qui est celui avec les jolies couleurs d'automne. Et donc c'est un espace avec plusieurs, modules et sous-jardins. Et ici, vous avez, un jardin sec qui met en évidence, 4 îles avec des symboliques différentes. Donc, on va rentrer un peu plus dans, l'identité de ces symboliques. Backside is such a very modern design. À l'arrière du bâtiment, il y a des choses beaucoup plus modernes avec, d'ailleurs, c'était l'illustration qu'il y avait sur l'affiche de l'événement. Et ça, c'est une vue du dessus. Mmh. Et donc, le côté moderne, est ici et les 4 îles dont on parlait juste avant sont là, 1, 2, 3 et 4. Et donc, je reprends un peu cette image, hein, qui fait, un peu Arte documentaire, mais Japon entre tradition et modernité. Là, on est un petit peu dedans, donc c'est tradition and modernity. Yeah, but first when we draw a garden, normally we start like this from the sky, then we change. But from the sky also, I think beautiful design. Il aime particulièrement les vues aériennes parce que ça fait sens en tant que paysagiste, parce il a commencé à faire son dessin, en 2D. Donc je dis lui, mais c'est quelque chose qui a été créé il y a plusieurs centaines d'années, mais vraiment pour lui, ça fait sens de voir, vue du ciel, des croquis qui ont été faits il y a plusieurs centaines d'années. Uh, this one, I made a garden in Estonia. Um, so if you have chance, please visit in Tallinn. Donc ce jardin a été fait par, Masao en Estonie, à Tallinn, et donc, vous imaginez, le potentiel en fait de ses compétences quand vous voyez ça. Parce que là, on n'était pas au Japon, on était en Estonie et on l'aurait pas cru. This one now I make this garden in France, his company. Just I draw and now I set in stone. And maybe I will try to planting later. Ici, vous avez une vue qu'il est en train de faire, pour la société en fait, et le lieu d'expérimentation de jardin, qu'a Joseph Grimaldi à Romans-sur-Isère, plus particulièrement à Chantelinot. Et vous avez, le passage en fait du croquis, au positionnement des rochers et des grands aménagements. On a beaucoup de mal à imaginer que ça va être aussi beau après quand on voit ça. This is a tea house. Uh, Today, so many doctors came. So tea culture is from drink tea. Then when tea come to China, at that time tea was medicine. But in Japanese culture, just drink tea changed to Japanese culture. So tea ceremony is that's why we feel culture for tea ceremony. Il explique brièvement en fait l'histoire, du thé et des usages et pratiques, relatifs au Japon. Au début, c'était une boisson médicinale qui était exclusivement liée, aux moines. Puis après, ça s'est démocratisé et quelque chose de très particulier, c'est que ça s'est ritualisé, avec l'usage de consommation de thé, battu, donc poudre de thé mélangée à l'eau, qui fait le thé matcha. Et ça s'est resté comme bloqué dans le temps et c'est quelque chose qui est chéri par les Japonais depuis des siècles. Et c'est vraiment, comment mettre de la discipline et de la beauté dans un geste qui est ancien. Et donc ils voient des similitudes entre la pratique de la cérémonie du thé et la manière d'exercer, l'art du paysagisme japonais. So
This is a tea garden. So when you enter the tea house, something like this, normally in the corner there is a tokonoma. This is the most important place. This time there is a kakejiku, and another time we put a flower here. So this is this tea ceremony title is loaded here. So and in front of there is a polo. It's a I think, so in tea house we can feel smell and we can feel flower in tea house. Ce que Masao essaie d'exprimer ici avec cette vue de pavillon de cérémonie du thé, c'est qu'il y a des délimitations de l'espace qui ont du sens. Si on peut ouais, voilà. Et ce qu'il présentait, c'était l'intérêt de cette partie qui est un peu dans l'ombre. Vous allez voir, ça fait sens de dire ça. Ça s'appelle le tokonoma et c'est l'élément central, du pavillon de thé avec 3 éléments, toujours ce qu'il appelle un kakejiku ou un kakemono. Ça veut dire chose à suspendre pour ceux qui un kakemono donc avec un poème de saison, une boîte à encens qu'on appelle le kogo et une composition florale, donc de l'ikebana qui sera extrêmement, délicat et sommaire. Et donc ce qu'il dit, c'est que grâce à cet espace qu'on appelle le tokonoma, qui est, encore une fois, hem, quelque chose de très ritualisé et de conceptualisé en termes de temps et d'espace, on peut mieux comprendre en fait la discipline du jardin japonais et l'importance de l'harmonie et de l'équilibre en fait des sens quand on expérimente un moment, comme celui-ci. Et petite, digression, je vous invite à lire L'éloge de l'ombre de Tanizaki qui fait, un magnifique portrait particulier donc de cet élément architectural qu'on appelle le tokonoma et si vous êtes intéressé par, ce genre de présentation, vous verrez que c'est absolument pertinent. The tea house is normally built in city. So this is a tea garden. Tea garden is something they which try to feel go to nature in the city. So just that's why in tea garden they use many fence or border. So if you pass this border, you feel different world you can enter. Then you can you can go the mountain or nature in the town. Dans le jardin de thé, qui est une des parties, en fait, du jardin japonais, il y a vraiment un enjeu qui est de ramener la nature, en fait, en milieu urbain, puisque les maisons de thé sont souvent placées dans ces zones-ci. Et également, selon Masao, il y a une importance sur, la frontière, alors elle peut être spatiale, mais elle peut aussi être symbolique et c'est ce qui mime, en fait, c'est qu'on va expérimenter, en fait, un passage d'un monde à un autre, suivant, en fait, comment on évolue, en fait, dans le jardin de thé. So, but important is before I talk to inside. So that's why in tea garden we try. We can't use flowering tree and strong smells tree. Yeah, because before enter the tea house, if you feel that we can't to see directly first impression. Quelque chose de très important dans le jardin de thé, ça va être, d'avoir un signal clair et un message qui est précis et ça se fait dès lors qu'on pénètre, en fait, dans l'enceinte. Il va pas falloir qu'il y ait d'arbres avec des fleurs ou des odeurs trop présentes
parce que l'identité du lieu et de l'instant, ça va être d'aller vers la consommation du thé, vraiment la voie du thé et on veut pas de distraction et donc il y a vraiment une pureté dans la manière de d'accompagner, en fait, le visiteur vers la finalité du lieu qui est la consommation du thé, en ayant un message très clair et lisible. So from now, I try to teach such a thing for foreigner. Then I want to teach Japanese garden and Japanese culture. So uh, if you want to find something which you can't see nothing, but if possible, I want to teach you such a thing. Vraiment l'identité de la venue de Masao en France, c'est de pouvoir aider, en fait, les Européens à se réapproprier ce genre de cheminement, donc de pas faire de la transposition pure de ce qui se fait au Japon, mais de vraiment aider dans un travail de réinterprétation et de voir ce message et c'est pour ça que cette expertise pour nous, elle est extrêmement précieuse. Je pense que j'ai pu vous convaincre en fait, ne serait-ce que par les vidéos et sa sensibilité que c'est quelqu'un de remarquable et donc d'avoir quelqu'un comme lui qui s'intéresse à un projet qu'on a à l'UFR de médecine pharma de Grenoble, c'est une chance inouïe en fait, donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'idée de faire cette conférence. C'était vraiment j'ai envie de le crier sur tous les toits, en fait, qu'il ait envie de nous soutenir et donc je j'ai pas vraiment les mots pour le remercier. Je c'est assez frustrant parce que c'est quelqu'un qu'on pourrait écouter pendant des heures, donc de limiter sa présentation à 30 minutes, c'est assez restreint. Mais voilà, je vous demande d'applaudir Masao pour sa présentation. Et maintenant pour finir, dans le sens, Joseph va venir présenter son expertise et surtout pour lui, comment en fait on peut penser le jardin japonais et il va nous emmener jusqu'au jardin thérapeutique. Donc je lui laisse la mission de finir cela, sans traduction. Merci Manon. Bonjour à tous. Donc on va utiliser un petit peu le parcours qui a été le mien pour on va revenir donc à la France. On va revenir à ce qu'on appelle le japonisme et le japonisme au jardin. Je vais me présenter en 2 secondes et puis je vais vous ramener dans un contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où les Japonais ont ouvert leurs portes? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quel développement il y a eu en Occident jusqu'à arriver chez nous avec les associations, les Japonais qui commencent à arriver en France et quelle est notre organisation et quel pourrait être le lien avec votre jardin. En 2 mots, donc en 3 mots d'ailleurs, je vais me définir comme cela: réaliser, partager, échanger. Ça veut dire que réaliser, beh, donc j'ai rencontré un monsieur que peut-être certaines personnes connaissent ici, c'est Eric Borja, quand j'avais 21 ans, en 81. C'est au moment où le jardin japonais n'existait pas en France. Il y avait rien, il y avait un livre qui traînait et j'ai eu cette chance. C'est un artiste lui-même qui a créé ce jardin et j'ai œuvré une vingtaine d'années avec lui sur son jardin et puis les premières réalisations. Puis j'ai monté mon entreprise parallèlement et pour moi, le seul intérêt, c'était de partager le jardin japonais depuis toujours. D'où la joie d'être invité par Manon. Partager le jardin, donc à travers des ateliers au départ, pour des particuliers, pour du public, pour des gens qui ne sont pas des paysagistes. Puis le lycée horticole, le CFPP de Romans ici présent, nous a demandé de lancer des formations et donc depuis 2019, on a commencé à faire des formations et parallèlement, je me suis un peu déplacé au Japon, un peu trop pour ce qui est de mon bilan carbone et les Japonais eux-mêmes commencent à venir. Masao nous fait l'honneur d'être parmi nous. Le week-end dernier, on était à Molévrier pour une assemblée générale de notre association et d'autres Japonais sont là, viennent former les Français, viennent former d'ailleurs tous les gens d'Europe. Alors, si on regarde un petit peu le jardin japonais à travers Internet, ça donne ça. C'est ça le regard des Français sur le jardin japonais. Je vous jure que ça les fait vraiment rigoler, hein. Ce que nous, on appelle la taille en nuage, vous voyez, cette espèce de truc qu'ils appellent des queues de lion, pour être très, très polis avec nous. Ils n'en reviennent pas. Ils nous disent, mais pourquoi vous faites ça, quoi? C'est quoi votre histoire? Et donc, si vous regardez bien, il y a eu une étude qui a été faite, 15% des Français en 2011, donc bien avant le Covid, bien avant
les guerres, bien avant tout ce que vous voulez, rêvaient d'un jardin zen. Alors, ça ressemblait à ça à l'époque, hein, donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut devenir depuis. Mais si on resitue le Japon, contexte historique, contexte actuel, vous savez très bien par qui ils sont entourés. Je vous laisse deviner les noms des pays qui sont autour, c'est un vertige, c'est un moment particulier pour eux. Mais ils ont toujours vécu avec cette sensation que la nature et l'environnement devaient dominer leur existence. Et depuis toujours, ce culte du Shinto, donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais le dire en une seconde, parce que moi-même, je suis quand même un peu un Français. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut en traduire, nous, c'est qu'il y a la nature est vraiment vénérée, tout se passe dans la nature. Même les temples sont en bois, il n'y a pas grand-chose comme nous, nos cathédrales. Mais en tout cas, ça a amené directement à célébrer la nature dans les jardins. Et très vite, il y avait le Shinto au départ qui célébrait donc la vie des kami, donc des esprits. Mais très vite, quand le bouddhisme est arrivé au Japon, ben, très naturellement, ils l'ont intégré. Et c'est une des particularités de ce peuple, c'est qu'ils sont capables d'avaler tout ce qui arrive de l'extérieur et de l'intégrer grâce au syncrétisme. Ils ont fait vivre bouddhisme et shintoïsme dans les mêmes jardins. Et donc, on retrouve des jardins qui sont à la fois ou bouddhistes ou shinto, voire les deux. Et des fois, c'est même pas facile à reconnaître. Et donc, quand le Shinto, quand les jardins, par contre, pardon, s'implantent dans la vie des Japonais, c'est issu du shintoïsme, bien sûr, mais c'est issu de cette nature qui est révélée. Et en fait, dans les temples tout d'abord, comme Masao a expliqué, mais ensuite dans les palais, dans les châteaux, dans les demeures privées, jusque dans les parcs publics. Et ça, c'est grâce à nous, c'est grâce aux Français. Quand il y a eu le moment du japonisme, les Japonais ont appris ce que c'était qu'un parc public. Alors, quelques éléments du jardin japonais, très simplement, quand on dessine un jardin japonais, la première chose à faire, c'est le relief. C'est-à-dire qu'en fait, on crée les collines, ces espèces de mouvements de terre, et puis les déclinités, et donc, s'il y a un bassin, on va faire un bassin. Et ce même bassin va être soit représenté réellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau qui va courir, c'est jamais très grand, soit va être figuré, et c'est là qu'on parle de ces fameux jardins zen. Nous, on parle de jardin zen, on parle de zen à tout va. Le jardin zen, au départ, il est autour d'un temple. Il est donc, c'est un gravier ratissé avec des roches, mais il peut y avoir aussi de l'eau. Mais le jardin sec dit zen, c'est un jardin où il n'y a que des pierres et du gravier. Eh bien, on y arrive aux pierres. C'est un des éléments fondamentaux du jardin japonais. En deux mots, si vous regardez ces images-là, elles parlent d'elles-mêmes. Ces pierres sont habitées, c'est une évidence. Nous, on a les dolmens, hein, dans notre culture. J'ose penser que c'est la même histoire. J'ose penser que ça vient du même endroit. C'est-à-dire que nos dolmens et nos menhirs servaient à quelque chose. On peut toujours réfléchir à quoi ça servait, mais quand on est face à un menhir, on sent quelque chose. Quand on est face à une pierre dans un jardin japonais, Masao a parlé tout à l'heure de la voie du cœur, c'est une évidence. C'est quand vous arrivez à Kyoto, par exemple, ben vous êtes submergé. Nous, les Occidentaux, on ne sait plus quoi faire. On est profondément touchés. Et donc, c'est ces pierres-là qui sont ces espèces de monuments. Mais il n'y a pas que les pierres, il y a donc le végétal. Et on va retrouver notre histoire tout à l'heure. Nous, les Occidentaux et les Français, on adore tailler. Vous savez qu'on a le taupière, on est les rois de la taille. Et donc, cette taille, comme vous la voyez là, Masao, quand il est arrivé en France, il m'a dit, mais pourquoi vous aimez tant tailler en bonsaï? Pourquoi vous forcez à forcer les arbres? Parce qu'en fait, les formations de Masao aujourd'hui, et les formations qu'on commence à développer, c'est que les arbres retrouvent un naturel. Et donc, l'idée qu'un jardin japonais, c'est un arbre taillé en nuage, voire en pompon, ben voilà, vous avez compris, quoi, c'est pas ça. Et donc, le jardin japonais, c'est des arbres vivants, c'est beaucoup de travail. Le Tenryuji dont il parlait tout à l'heure, quand on le visitait l'année dernière, je lui dis, mais combien de temps un arbre, un gars sur un arbre, c'est une journée par arbre. Une personne, une journée par arbre pour la taille. C'est un gros travail. Mais vous voyez, ce pin-là à gauche, il est taillé, on pourrait dire de la dentelle, hein. C'est aiguille après aiguille, quasiment. À droite, les cerisiers, c'est un moment très particulier au Japon, c'est l'anami. Et le moment où les cerisiers explosent, ben, c'est une joie profonde. J'y suis allé 2 fois les voir, je les ai toujours pas vus parce qu'avec le décalage, avec le réchauffement climatique, ils arrivent soit en avance, soit en retard.
Donc, c'est un moment très particulier. Quels sont les grands types de jardins japonais? On va en retenir 3 grands, pour faire simple. On va parler du jardin promenade. Il y a de l'eau. Alors au départ, c'était avec une barque. Et puis maintenant, on tourne autour du jardin. C'est les grands jardins là. On va parler du jardin sec, dont on vient déjà de dire 2-3 mots. Et puis on va parler du jardin de thé. Le jardin de thé est un jardin, ça on en a parlé un petit peu. C'est un moment où on est vraiment dans une méditation profonde, mais en mouvement. Autant le jardin sec, vous êtes assis devant le jardin. Autant le jardin de thé, vous allez vous diriger vers la cérémonie du thé. Il y a tout un rituel, c'est le terme qu'on utilise, pour vous amener à une introspection, à goûter. Et au moment où vous êtes assis pour recevoir votre thé, vous êtes déjà passé dans un autre état. Voilà, ça raconte un petit peu notre histoire avec le Japon, c'est-à-dire que le Japon était fermé. On a enlevé les slides où on parlait du commerce des Portugais, on a simplifié. Mais au départ, les Portugais, les Hollandais, puis le Japon a tout fermé. Pour ceux qui ont vu Silence, c'est un film remarquable qui raconte bien ce moment où tout ça a fini sur des croix et tout le monde a été brûlé. Et donc, ils ont fermé. Et puis un beau jour, les Américains sont arrivés dans un port avec des canons, des bateaux. Les Japonais n'avaient jamais vu ça. Eux, ils avaient des petits sabres. Et dans ce jour-là, le Japon s'est ouvert à l'Occident. Je passe, mais en 50 ans, ils étaient devenus la deuxième puissance du monde. Je crois même que c'est en 30 ans. Mais donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ce terme de japonisme qui est très important, c'est-à-dire que nos artistes, on l'a déjà vu tout à l'heure avec la première intervention, le moment où Claude Monet dit ce truc, je vais l'appeler impression soleil levant. En fait, on est passé à l'impression, on est passé à ce qu'on ressentait plutôt qu'à un dessin académique. Et ça a été une révolution dans l'art. Mais cette révolution, on l'a vécue aussi dans les jardins, progressivement. Ah, je suis un peu, je raisonne. Excusez-moi. Plus près, pardonnez-moi. Du coup, cette inspiration japonaise dans les jardins, on l'a retrouvée. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin Albert Kahn à Paris, à Boulogne. C'est peut-être le premier jardin japonais dans le monde hors Japon. On ne peut pas encore le prouver, mais on a des amis historiens qui font des recherches et a priori, on précède les Anglais. Et si vous regardez notre petite carte, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de jardins japonais en France. Il y en avait en Angleterre au départ, pas mal, un peu en Allemagne, et puis après, ça s'étiole. Le sud de l'Europe n'a pas su trop faire des jardins japonais. Mais donc, le jardin de Londres, c'est le Kew Botanic Garden. Il y a un jardin japonais qui est intéressant, qui est plus récent. Mais Londres, il y a aussi un autre passif. Et puis, donc, après-guerre, il y a eu le renouveau du jardin japonais. Donc, pendant la guerre, vous imaginez que tout s'est calmé. Et après-guerre, le japonisme a fait son effet sur les jardins. Et c'est là où on retrouve ce Éric Borja dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a commencé un jardin dans les années 80. Et c'est comme ça souvent l'histoire, c'est qu'au même moment, à Molévrier, il y a un parc qui est très beau, qui avait été donc réalisé au moment justement de celui d'Albert Kahn, et qui tombait en désuétude. Et il y a un maire, le maire de Molévrier, qui s'appelle Jean-Pierre Chavassieux, qui s'est décidé à reprendre ce jardin. Alors, je peux plaisanter là-dessus parce que c'est deux amis. Éric a commencé à faire la taille à la japonaise comme il la voyait lui. Et Jean-Pierre a vu dans les magazines comment Éric taillait. Et du coup, ça a fait très très vite ces fameux nuages que vous voyez de partout. Et ce qui est amusant, vous voyez en bas le, le pompon là. Jean-Pierre dit aujourd'hui, bon, c'est de la taille à la Mickey. Donc, il a bien compris qu'en fait, cette période de la taille en nuage, comme on l'a pratiquée en France, ça y est, ça a fini son temps. Donc, je vous invite vraiment à dire à tous vos jardiniers, élus et autres que les ronds-points avec des pompons, c'est fini. On peut passer à autre chose. On peut enfin revenir à quelque chose de plus sensé. Du coup, depuis ce temps, les associations sont organisées. Les premiers, ça a été, je pense, les Américains et les Danois. Et puis progressivement, en Europe, on s'y est mis, les Anglais. Et nous-mêmes, on a démarré en 2021. Depuis, on vient de démarrer une association européenne. On en est assez fiers. Elle est jeune, elle débute. Mais en tout cas, on est en train de s'organiser. Et pour une fois, les Français sont les plus rapides. C'est-à-dire que notre association est en train de se structurer. C'est la plus jeune. Mais je vous inviterai à jeter un coup d'œil là-dessus. On fait des jaloux en ce moment. C'est-à-dire les Anglais trouvent qu'on va beaucoup trop vite. Les Américains se demandent pourquoi on va si vite. Et
«Bah, vous voyez, Masao est quand même venu en France à Romans». Enfin, vous imaginez un petit peu l'honneur, quoi. Il est venu nous voir, il nous a dit: «Vous me feriez travailler?» On lui a dit: «Bah, je crois, oui». Et il nous a rejoints donc. Voilà, donc le projet final, c'est une association mondiale pour 2027. On a un ami japonais qui va œuvrer là-dessus. C'est notre grande fierté et l'idée, c'est de fédérer tout le monde. Fédérer tout le monde pour qu'on ait un discours commun parce que vous voyez, quand Masao parle, on est dans un monde qui est tellement loin du nôtre qu'on a besoin de règles pour comprendre. Nous, les Occidentaux, on veut des règles, hein, on veut un cours, on veut des formations et on veut des formations que tout le monde comprenne. Et pour les Japonais, ça joue pas comme ça. Nous, on veut un cours formel avec un compte rendu et et même une évaluation. Voilà, déroulé pédagogique, vous voyez, on est en plein dedans. Alors, ben justement, ces pauvres Japonais qui viennent en Occident, ils ont commencé à venir en Italie, ils viennent en France maintenant, donc c'est tous devenus des amis et ils nous accueillent chez eux. Vous voyez, là, c'était avec un groupe, on est allé à Kyoto il y a 1 an, où Masao nous avait reçus et d'autres amis. Mais qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'en fait, ils nous apprennent leurs pratiques. Donc, on part du jardin traditionnel. On parle de, de choses qui ne peuvent pas être. En fait, on ne peut pas réaliser un jardin japonais chez nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est se l'approprier. Et je trouve que le terme de japonisme et le renouveau du japonisme, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les jardins. Je trouve que ça a vraiment du sens. Et non seulement dans les jardins, mais aussi avec ce qu'on vit au niveau de, vous savez, le climat actuel. On avait été invité avec notre association à participer à un symposium pour la paix. Et du coup, ça prend une toute autre dimension. Se servir du jardin japonais comme d'un vecteur de paix, je trouve que ça a vraiment du sens par rapport à tout ce qu'a décrit Masao juste avant. Et évidemment, je fais le parallèle avec votre projet ici, le projet d'hôpital, le projet de jardin. Quand Manon nous a parlé de son projet, c'était une évidence pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jardin japonais on forme les gens à ce jardin japonais, mais qui donnerait du sens? Donc, vous voyez, là, on a commencé avec les professionnels. Les professionnels ont eu très envie d'apprendre, et de plus en plus. Et donc, on monte des formations régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, les Français? On donne le b.a.-ba, on introduit, on met un cadre, et puis les Japonais arrivent et on va beaucoup plus loin avec ça. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, dès que Masao va prendre en main quelque chose, le sens va être évident. Et je peux vous garantir qu'on fait des formations aussi pour les particuliers. Et ici, on fait des formations pour un autre public. Si vous voyez en dessous, c'est donc un ESAT. J'avais fait une première année tout seul l'année dernière. Je peux vous dire, j'ai fini bouleversé cette formation. Ces gens étaient très fragiles, très sensibles. Mais le résultat, je ne fais pas du jardin thérapeutique moi-même, je fais du jardin d'inspiration japonaise. Le résultat, je peux en être fier. C'est-à-dire que les gars ont dit à leurs collègues, bah, nous, on vient de faire un truc énorme. Et les collègues ont dit, mais nous, on veut ça aussi. Et cette année, ils sont revenus. Et c'est la deuxième équipe qui est là. Il y avait un redoublant qui est revenu parce qu'il a dit, mais enfin, vous voyez l'image de gauche, ça, c'est la fin de la formation. On était sous la pluie. Ces gars-là, ils ont vécu quelque chose, c'est une évidence. Et nous aussi. Et Masao, c'était une première expérience pour lui, donc c'était amusant. Il leur a appris à tailler. Mais les gars, ils l'ont fait. Et donc, là, on est sur du particulier. On est sur du particulier, on est avec les associations. Et notre projet, donc, c'est que les professionnels, les publics sensibles, les élèves, le public, le grand public, tous ces gens-là puissent communier dans le jardin. J'utilise ce mot parce que pour moi, c'est le plus réel. C'est-à-dire que quand on fait nos ateliers, on s'aperçoit que les gens vivent un moment très fort et ils veulent revenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte des projets, on trouve des aides pour ces projets. Notre Jean-Pierre Chavassieux, qui est un politique de 40 ans, je veux dire qu'il sait comment aider à monter un projet. On a notamment un projet sur l'UNESCO pour l'année prochaine pour restaurer le jardin de Noguchi, dont personne ne voulait s'occuper, et on va peut-être s'en occuper. Donc, on peut réaliser, mettre en œuvre. Après, il faut entretenir ces jardins parce que votre projet, il faudra l'entretenir. Et j'en connais 2 qui savent ce que c'est qu'entretenir un petit jardin. Donc, un jardin de qualité, c'est beaucoup de travail. Et donc, l'idée, c'est de non seulement construire, mais ensuite inventer quelque chose autour d'ateliers. Donc, c'est la proposition que je faisais. Des ateliers, mais aux gens de l'extérieur aussi. Pas que des gens de l'hôpital, des facultés, des particuliers du quartier. Imaginez des gens qui viennent entretenir ce jardin avec des spécialistes et qui viennent faire leur yoga jardin.
c'est une évidence pour nous. Quand je vous le dis, je le vis depuis 12 ans, donc c'est le moment de ma vie où je me remets en scène, en fait, où je me restaure. Et donc, ces ateliers grand public qu'on pratique depuis une douzaine d'années, on les propose en tout cas chez nous à Chanteloup, dans notre jardin. C'est une dizaine de sessions par an. Il y a des gens qui font ça depuis 12 ans. Alors 12 ans, vous dites: «Mais ça va pas, il y a un problème dans sa vie». Mais en fait, ils le disent, c'est le moment. Je suis crevé la veille, je veux pas venir. Je me lève le matin, je me force. Il y en a qui font plus d'1 heure de route, hein. J'en ai un qui dort la veille dans la cabane et qui vient, qui passe 2 heures et demie en route. Mais quand ils finissent le partage qu'ils font, parce qu'on tient absolument à un partage, c'est toujours la même chose. Ils sont émus, ils sont touchés, ça a donné sens, ils sont très concentrés. Et ça commence donc justement par un moment de concentration. Chaque session, les gars arrivent, ils ont pris la route, qu'il pleuve, qu'il neige, on se pose dans le jardin. Souvent, c'est mon épouse qui guide, ou alors c'est moi-même. On prend un moment comme ça où chacun descend. Et je veux dire qu'il y en a, ils ne savent pas ce que ça veut dire méditer, mais ils sont là, ils sont présents. Et s'il y a un malheureux qui fait un son, il y a toujours quelqu'un pour lui dire: «S'il te plaît, c'est notre moment». On va aussi en nature, parce que c'est une évidence que on a parlé un petit peu des bains de forêt, mais nous, on fait des bains de rivière, c'est-à-dire qu'on se met face à la rivière. À l'époque, on taillait un peu, mais maintenant, on taille plus. On touche plus. Avant, on tailloutait un petit peu 2-3 petites branchies, on s'est aperçu qu'on n'en avait pas besoin. On reste là, on reste un moment et quelques indications parce qu'une rivière, ça a un sens, une rivière, ça a une logique, ça a un ordre, c'est assez inouï, mais et dans le jardin japonais, on reprend ce sens-là. Quand on construit une rivière, on décode donc là, sur cette image, vous voyez, j'explique un petit peu comment le courant circule. Je vais terminer cette petite présentation avec cette phrase qui est ma phrase magique. C'est un vieux moine shinto qui disait ça pour essayer de faire comprendre ce que c'était qu'un kami. Bien que j'ignore exactement qui est là, merci à vous. Et vraiment remercier encore une fois, nos 3 invités d'avoir vraiment su diffuser un message. Je pense que vous repartez vraiment avec, quelque chose de clair et vraiment un projet concret qui va se réaliser et vous aurez, vraiment mis un visage vraiment sur toute cette expertise qu'il y a derrière. Hem, Vraiment quelques mots clés avant que je vous transmette le QR code pour l'enquête. Retenez que notre souhait ici au jardin Dominique Villard, c'est vraiment de faire quelque chose de plus inclusif et plus accessible. La botanique, les jardins, ça a trop longtemps été quelque chose qui était réservé à une élite et je pense que l'université peut vraiment, se positionner pour que ça soit quelque chose pour tout le monde. Que pour cela, on imagine 2 grands projets. Donc vous avez vu le projet de rocaillage et le projet, ANA. Vous avez compris, ce qui va nous tenir à cœur ici, c'est vraiment que chacun puisse venir mettre sa patte et qu'on ait vraiment quelque chose de sincèrement pluridisciplinaire et pas une pluridisciplinarité d'apparat, mais vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur et que grâce à ça, on va réussir à faire un espace, qui va être un lieu de pédagogie, de médiation culturelle, scientifique, mais surtout un lieu qui va créer du lien et ça, c'est peut-être le plus important. S'agissant, du lien, donc je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, on a une association, donc au jardin Dominique Villard, qui nous permet de porter, des choses qui vont au-delà de l'académique et qui permettent d'inclure un public plus large. Donc c'est l'association, des amis du jardin Dominique Villard, donc qui était partenaire de cette conférence ce soir et également un calendrier avec, de l'événement. Le prochain, ça sera le 26 novembre où on aura une conférence olfactive sur les parfums du Japon. Il nous reste une trentaine de places, donc vous pouvez vous inscrire sur, notre site internet et également, le 5 décembre, là, ça sera un événement exclusivement, amis du jardin, non porté officiellement par l'UFR de pharmacie. On va inviter, une autrice, qui s'appelle Cécile Portet, qui a écrit, un livre «Au-delà de la lune», où en fait, elle c'est une très jolie histoire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à une visite du jardin, sur les plantes médicinales japonaises et qui m'a écrit, il y a quelques mois en me disant: «Ben, grâce à toi, j'ai découvert, une tradition qui m'a inspirée pour mon livre»
et je voudrais t'en offrir une copie. Et donc moi, ce que j'ai proposé à Cécile, c'est de venir, vous présenter en fait, aux adhérents du jardin, son ouvrage et comment, elle a trouvé l'inspiration et comment elle a construit sa démarche, artistique et littéraire. Donc ça sera le 5 décembre, ça sera également à la fois le 26 novembre et 5 décembre. Ça sera dans cet amphithéâtre et c'est sur inscription. Et pour, le 5 décembre, vous pouvez vous inscrire et on commandera autant de livres qu'il y aura d'inscrits si vous le souhaitez, pour que Cécile Portet puisse vous le dédicacer à l'issue de la conférence. Je vais vous inviter à prendre une photo de cela ou, juste charger l'URL. C'est sur l'enquête, c'est pas une enquête de satisfaction, c'est vraiment une boîte à idées. En fonction de ce que vous avez vu, ce soir, bah, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour ce jardin? Alors ça concerne les Grenoblois, mais pas seulement. On a pas mal d'invités ce soir, qui viennent d'autres parties de la France. Bah, selon vous, pour ce projet de jardin thérapeutique, bah, quels sont les éléments les plus importants? Donc, si vous avez un petit moment, faites-nous le savoir. Je vous laisse prendre la photo. Est-ce que le lien marche correctement? Ouais, c'est bon? Et puis je vais vous remercier. Bah, merci bon, merci parce que vous avez quand même passé 2 heures, parmi nous. C'était un beau voyage. On a découvert, plein de choses ensemble et j'espère que vous avez envie d'en apprendre plus sur, le Japon, le jardin thérapeutique et encore une fois, je remercie nos invités. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Merci à tous.